Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage avec aujourd'hui la deuxième partie de l'émission consacrée à une exposition qui se tient en ce moment et ce jusqu'au 16 novembre au musée de Beitou dans le nord de Taipei. Il s'agit d'une exposition consacrée à la pratique des pieds bandés, une forme de mutilation féminine dont les origines remonteraient au Xe siècle en Chine à l'époque des Tang et aurait ainsi perduré pendant près de 1000 ans. Le conditionnel est de mise ici car les premières preuves tangibles de la pratique des pieds bandés datent plutôt de la dynastie suivante, de celle des Song, pour laquelle on a retrouvé des chaussures pour pieds bandés dans des tombes de femmes. La pratique des pieds bandés s'est aussi répandue à Taïwan avec l'arrivée des premières vagues d'immigration chinoise des côtes du Fujian et de Canton. L'exposition du musée de Beitou, intitulée Au nom de la beauté, permet de découvrir un vaste éventail d'objets, plus d'une centaine, une coutume qui prend sa source dans les cercles aristocratiques chinois avant de se répandre progressivement au fil des siècles dans les classes les plus populaires. Le directeur du musée de Beitou, Hong Han, avait expliqué la semaine dernière que l'exposition est le fruit d'une coopération entre le docteur Ko Ji-sheng, directeur de l'hôpital Guangchang dans le Nouveau Taipei, et le musée de Beitou. Ko Ji-sheng collectionne depuis 40 ans les objets liés à la coutume des pieds bandés et compte aujourd'hui une collection de plus de 9000 pièces, parmi lesquelles un grand nombre de chaussures et de chaussons spécialement adaptés aux pieds bandés. Ici, on peut comparer les chaussures de différentes provinces de Chine et celles de Taïwan, et se rendre compte que les chaussures de Taïwan sont les plus petites. C'est très étrange, je ne sais pas pourquoi, mais on sait que les chaussures taïwanaises ont reçu l'influence de la province chinoise du Fujian, dont beaucoup de Han taïwanais sont originaires. Et la province du Fujian, qui est sur la côte, a reçu l'influence de la mode occidentale, ce qui fait que l'on trouve des chaussures pour pieds bandés faites en cuir qui datent des années 20 et 30. Les chaussures de chaque province sont très différentes et leur style est influencé dans les cultures locales, en particulier au niveau de la broderie. On peut aussi voir que certaines chaussures fabriquées dans des régions où vivent des minorités ethniques ont un style qui est influencé par ces cultures, comme par exemple dans le Yunnan ou le Guizhou où vivent les Dong, les Miao, etc. Avant, la coutume voulait que l'on change de couleur de chaussures pendant les périodes de deuil, où il n'était pas question de porter des couleurs aussi vives. Ces chaussures blanches sont pour la première année de deuil et celles-là, avec des couleurs mais qui sont plus ternes, sont pour la deuxième année puis la troisième jusqu'à revenir aux chaussures très décorées et colorées. Sont exposées dans les vitrines des dizaines et des dizaines de chaussures de styles, de formes et de couleurs différentes, avec à la fois des chaussures de jour et des chaussures de nuit, plus souples et sans doute relativement plus confortables, même si les témoignages montrent bien que la douleur était constante de jour comme de nuit, puisque les pieds devaient rester bandés pendant toute la nuit. L'exposition est davantage centrée sur la diversité des styles, des modes de fabrication et des broderies, bref, plus sur l'aspect artisanal des chaussures et des accessoires, mais évoque tout de même brièvement l'histoire et l'évolution de cette coutume. La pratique des pieds bandés a commencé chez les aristocrates et chez les gens riches et s'est répandue ensuite pour atteindre les milieux populaires. Sous la dynastie des Qing à Taïwan, en 1895, on estime qu'environ 80% des femmes avaient les pieds bandés. Celles qui n'avaient pas les pieds bandés étaient les autochtones et les Hakka, qui travaillaient dans les champs. Mais la pratique a perduré parce que les pieds bandés étaient considérés comme indispensables pour trouver un bon mari. Peu importait que les pieds soient beaux ou pas, tant qu'ils étaient petits. Et plus ils étaient petits, mieux c'était et plus on avait une chance de faire un bon mariage. Dès les débuts de cette pratique, aussitôt qu'au milieu du XIIIe siècle, des voix se sont élevées en Chine pour dénoncer cette coutume et les souffrances imposées inutilement aux enfants. En Chine, les tentatives visant à interdire le bandage des pieds ont vu le jour dès le XVIIe siècle. Un décret de 1638 a par exemple interdit aux femmes mandchoues d'imiter les femmes Han sous peine de sanctions sévères. Le pouvoir a tenté d'interdire tout bonnement cette pratique et l'empereur Kangxi, le 4e empereur des Qing, a renforcé l'interdiction avec des sanctions qui pouvaient aller jusqu'au bannissement pour les pères des filles dont les pieds avaient été bandés après 1662.
Mais les autorités ont échoué à faire appliquer la mesure, menant à son abolition quelques années plus tard, en 1667. La coutume a continué à se développer en s'étendant à toutes les autres couches de la société, en particulier sous les Ming et sous les Qing, avec un pic pendant la dynastie mandchoue des Qing, sous laquelle certaines minorités ethniques de l'Empire ont aussi adopté la coutume. Mais les pieds bandés ont commencé à être considérés comme une pratique arriérée au XIXe siècle. Si le mouvement visant à abolir cette coutume a commencé en Chine, la pratique a mis plus de temps à disparaître sur le continent, malgré une interdiction pendant la période républicaine, et il a fallu attendre l'arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois pour réellement y mettre un terme. En Chine, après 1950, le bandage des pieds est devenu interdit. À Taïwan, cette interdiction est intervenue plus tôt, dès 1895, à partir de l'occupation japonaise. Mais cette interdiction n'était pas appliquée de manière très stricte. C'est à partir de 1920 que c'est devenu plus strict et les enfants de moins de 15 ans ont dû débander leurs pieds. Une fois débandés, les pieds reprenaient une forme plus ou moins normale, mais ne pouvaient pas revenir à leur forme initiale car ils étaient profondément déformés. Mais ils gagnaient quand même en taille. Ici, par exemple, on peut voir une paire de chaussures qui a été portée après le débandage des pieds. On voit qu'elles sont plus grandes. Et là, sur cette série de photos, on peut comparer les pieds de cette femme originaire de Dadaocheng à Taipei depuis son mariage avec les pieds bandés jusqu'à sa vieillesse où les pieds ont repris une taille normale. Dans un article publié en 2022 dans le Journal of Development Economics, Nora Chung indique que le pouvoir colonial japonais a lancé des campagnes contre cette coutume dès 1895 à Taïwan, en sponsorisant les élites locales pour s'assurer de leur participation. L'instauration de l'éducation physique, notamment, y compris pour les filles, rendait nécessaire d'interdire la pratique. Et contrairement à la Chine, la politique menée contre les pieds bandés à Taïwan a montré des résultats rapides et efficaces, si bien que la proportion de femmes adultes aux pieds bandés était passée de 68% en 1905 à seulement 11% en 1920. Les auteurs de l'article soulignent en particulier l'essor de la culture de la canne à sucre à Taïwan au début du XXe siècle, qui, en créant un besoin de main-d'œuvre féminine et en offrant des opportunités économiques, a considérablement contribué à encourager les femmes à débander leurs pieds. Il y a aussi des documents de la période japonaise qui montrent la punition et l'amende pour une famille dont la fille a les pieds bandés. Ce document date de 1933. Il y avait aussi des récompenses pour ceux qui avaient appliqué la politique. Ici, on peut lire 1 yen. C'était beaucoup à l'époque. Lors de ma visite de l'exposition, 2 femmes d'environ 60 et 70 ans ont partagé l'expérience de leurs mères respectives, toutes 2 nées dans la province chinoise du Henan avant de partir pour Taïwan suite à la défaite du KMT face aux communistes. Ma mère a aussi eu les pieds bandés pendant une courte période et à cause de ça, son gros orteil était tordu. Ça a duré seulement quelques mois, mais ça a quand même eu des conséquences sur les os. Ma mère m'a dit qu'elle pleurait et criait constamment, toute la journée à cause de la douleur, et que mon grand-père n'a plus supporté et a fini par forcer ma grand-mère à lui enlever les bandes. Ça lui a quand même cassé l'orteil, mais par la suite, elle a quand même pu marcher. L'exposition comporte un couloir de photos en noir et blanc qui date de la période républicaine, mais remonte aussi à la fin de la dynastie des Qing. Les expressions faciales de ces fillettes et de ces femmes peuvent être interprétées de multiples façons, mais il est difficile de ne pas s'imaginer que c'est peut-être la douleur et l'inconfort qui se lient sur ces visages mélancoliques. La coutume des pieds bandés était quelque chose que tout le monde connaissait, mais qui était en même temps très caché. Les femmes ne montraient pas leurs pieds aux gens de l'extérieur. Ici, on peut voir des photos de ces pieds bandés, mais la plupart ont en réalité été prises par des Occidentaux qui sont allés en Chine, ont trouvé cette coutume très curieuse et ont cherché à la comprendre. L'exposition propose aussi une réflexion sur les sacrifices, que ce soit au niveau de la santé ou du confort, qu'endurent encore aujourd'hui les femmes au nom des critères de beauté. Mais plutôt que les talons aiguilles et l'épilation, par exemple, cette coutume se rapproche peut-être encore davantage des mutilations génitales féminines qui perdurent encore aujourd'hui dans de nombreux pays, puisque l'OMS recense plus de 230 millions de filles et de femmes de 30 pays qui ont subi ce genre de mutilation,
Là aussi au nom des traditions, du contrôle de la sexualité des femmes et de leur chasteté, mais aussi du plaisir sexuel masculin ou encore de prétextes religieux. Ainsi s'achève le décryptage qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Je vous invite encore une fois à vous rendre au musée de Beitou pour découvrir cette exposition qui restera disponible jusqu'au 16 novembre prochain. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.